Bonjour à tous. Merci. Alors, avant même que je commence, j'ai annoncé Adrien Thébault, je suis un étudiant donc, en école d'ingénieur. Avant même que je commence la présentation, je vais faire quelques rappels sur les mentions légales de cette conférence. C'est la première fois que je fais ça. Donc, moi, je suis assez jeune, j'ai 22 ans, donc on est en 1999. Et d'habitude, je suis de l'autre côté de la salle. Je ne suis pas du tout sur l'estrade, c'est moi qui écoute. Donc, si j'étais vous, je serais plutôt indulgent avec moi. Et donc, j'espère que ça se passe bien. Je ne suis pas un expert. Je suis encore en école, donc je suis encore en co-apprentissage. Je ne suis pas Jean-Marc Jancovici ou Jean-Baptiste Frédose. Je suis un élève. Donc, ce qui va suivre dans cette présentation est vraiment une question de ressenti, une question de témoignage que j'ai pu avoir, de discussion que j'ai pu avoir avec les gens de ma génération. Et donc, c'est forcément biaisé, puisque voilà, je suis issu d'un milieu qui est très diplômé, où j'ai fait des études avec des gens qui sont très diplômés, qui s'intéressent à beaucoup de choses, aux sciences notamment. Donc, il y a forcément un biais, puisqu'on fréquente, voilà, on reste dans notre petite sphère, et on fréquente uniquement les gens qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, c'est forcément biaisé. Et enfin, je vais essayer de vous apporter un témoignage, une vision du bas de la pyramide des âges, et depuis les lignes de fond, j'ai envie de dire. Vous nous avez formés en tant que prof à aller au-devant de la société, à rentrer sur le marché du travail. Et moi, je vais vous ramener les informations que j'ai vraiment sur la ligne de fond au moment où je vais m'intégrer dans la sphère professionnelle. Il y a une image qui c'est pas trop grave. Donc, pour commencer, le constat. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on connaît tous, qu'on a tous en tête, les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Je ne vais pas forcément rester dessus très longtemps ou revenir dessus. Moi, je pars du principe que voilà, tout le monde est au courant, qu'il y a un constat et que maintenant, il faut avancer et trouver des solutions. Donc, de base, là, il y avait des conséquences en fonction des différents degrés d'augmentation de température. Et je trouve que pour bien comprendre le sujet des dégâts qui peuvent être causés par le réchauffement climatique, il y a l'image de la main qui est coupée, et qui va commencer, c'est ici en fait. Donc elle commence là à 1,5 degré. Ici on est à 2. Ici on est à 2. Donc bref, plus on avance, plus on coupe de doigts. Donc c'est pas uniquement linéaire, c'est exponentiel. Et là, ces dégâts-là, on commence à les voir aujourd'hui, et je pense que dans les années à venir, en tout cas en France, on y sera beaucoup plus confronté. Donc on part de ce constat-là. Voilà. Alors, comme introduction, je vais revenir un peu sur les discours que vous avez pu voir cette année. Donc 2022, c'est un peu l'année des discours. On en a eu dans toutes les écoles. Donc là, c'était à l'X, l'école polytechnique, et là, à l'agro. Donc, ces deux discours, surtout celui de l'agro qui a fait beaucoup de bruit, par le fait que ce soit des élèves qui prennent la parole, des élèves qui viennent d'être diplômés, donc c'est quasiment mon cas, et qui vont rentrer sur le monde du travail, qui se rendent compte qu'il y a un problème. Donc, c'est des élèves qui sont engagés, ils se rendent compte que de différentes manières, voilà, chacun a ses valeurs, chacun a sa façon de voir le problème, mais ils se rendent compte qu'il y a un souci dans le modèle économique, il y a un souci dans les formations. On les forme, si je veux reprendre les mots des élèves de l'agro, on les forme à avoir des boulots écocidaires, des boulots qui, dans l'agro-industrie, qui participent à tuer les vivants. Donc, c'est des mots qui ont été assez forts et assez repris dans la presse, et qui portent une vision que je vais essayer de partager aujourd'hui. Et j'aurai justement l'occasion de revenir dessus en conclusion. Donc, pour revenir sur cet aspect de transition, après avoir fait évidemment ce constat-là, ce qu'on veut nous, c'est voilà, on va choisir un chemin qui est simple, c'est on veut une transition écologique et énergétique. Il y a plein de personnes qui remettent un peu ça, ça peut être discuté, et normalement, il faut choisir une solution. Donc, c'est avant tout un projet politique et sociétal. Il faut sortir de l'idée que les technologies, le digital,
sont des problèmes à développer, enfin, sont des technologies à développer pour nous sauver de cette catastrophe. C'est avant tout un problème de gouvernance et la croissance verte, le technosolutionnisme, comme j'ai écrit, c'est pas des solutions. Elles sont utiles, les technologies participent à ce qu'on veut construire comme société, mais tout revient à une question de choix politique et à une forme d'organisation de nos priorités. Et on voit ça à travers notamment le débat qui est en ce moment avec la campagne du gouvernement Chaque geste compte et sa politique des petits gestes. Donc, où on va venir inciter les individus à faire des actions, des gestes individuels. Donc, c'est des actions qui sont importantes, mais il faut se focaliser uniquement là-dessus. C'est foncer un peu dans le mur. Ce qui est important, c'est les actions collectives. Donc, les choix de société qu'on va faire. Il y avait donc, un podcast que je recommande vivement, qui est Chaleur humaine, où était intervenue Sophie Buisson-Kelly, qui est sociologue notamment au Haut Conseil pour le climat, et qui faisait vraiment cette distinction entre action individuelle et action collective. Les manières de changer la société et d'obtenir cette transition résident non pas uniquement dans les actions individuelles, mais dans les actions collectives. Et j'estime que avoir le choix de s'orienter aujourd'hui, avoir le choix de choisir son métier, c'est important et ça participe à cette action collective de changement et de transition. Donc maintenant, je vais vous parler un peu de moi avant de continuer, puisque je ne pense pas être forcément représentatif de ma génération, mais j'ai peut-être un parcours qui est intéressant au regard de cet engagement. Donc moi, j'ai grandi en tant qu'expatrié à Hong Kong. Donc Hong Kong, c'est un peu le temple de la finance. C'est beaucoup d'émissions et c'est des lumières allumées tout le temps, des grands buildings, ville hyper dense. Enfin, c'est vraiment le paroxysme de la vie urbaine. Mais ce qu'on connaît un peu moins, c'est qu'à Hong Kong, il y a aussi des plages et des parcs naturels. Donc c'est très joli, c'est très sympa. Mais qui dit plage, dit aussi pollution plastique. Ça, c'est des gens, un collectif qui ramassent des déchets sur une plage. Et je pense que c'est comme ça que pour moi ça a commencé. C'est qu'en primaire, je devais avoir 7-8 ans, on faisait des journées entières avec toutes les classes du même niveau où on partait ramasser des déchets sur les plages. Et ça, je pense que c'est un peu le premier déclic, c'est que même si on s'en rend pas compte à cet âge-là, on prend en compte que la société dans son ensemble a un impact sur le paysage. Et quand on se retrouve à ramasser des frigos, des batteries de voitures, on comprend qu'il y a un peu un problème. Et bon, ça, en fait, on l'intègre petit à petit au fur et à mesure qu'on grandit. Bon, il y a plein de gens qui ont fait ça et qui sont pas du tout intéressés sur la question-là. Mais je pense que ça participe à une forme d'éducation. Là, le plus 38 degrés, alors si je me souviens bien, c'est à peu près la température qu'il y avait à Paris dans la canicule de 2018. Et je pense que c'est là où j'ai eu mon deuxième déclic. Donc c'était entre mes 2 années de prépa. Je me suis rendu compte que 38 degrés en été sur les toits à Paris, c'était pas hyper agréable. Et que si on continuait, en fait, on fonçait dans un mur. Et on continuait à avoir cette température. Et en fait, j'ai commencé à faire le lien entre tous ces sujets. Et même en étant en prépa, j'ai eu un peu le temps de m'y intéresser. Et ça a mené à ma réflexion et à orienter mon parcours, ma formation. Donc, ma formation, j'ai un peu fait le parcours typique pour entrer dans une grande école d'ingénieur. C'est un peu le parcours royal, comme on dit, assez élitiste. Donc, première S, comme la S, c'était maths, j'ai fait aussi de Hong Kong. Voilà, pour avoir des bases avant de rentrer à Saint-Louis, qui est une prépa parisienne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est plutôt bien classé. Et j'ai intégré, j'ai fait le PCS-IPC, qui est plutôt orienté physique-chimie et physique-chimie. Ouais. Et PC base d'ailleurs, il n'y a pas d'étoile. PC étoile, c'est pour les meilleurs, PC base, c'est pour les gens qui sont un peu en fond. Mais j'ai quand même réussi à intégrer une très bonne école qui est l'école des ponts. Donc, tout ça pour vous rappeler qu'en fait, la confiance en soi est primordiale.
Je pense que je n'aurais pas intégré une si bonne école si j'étais passé dans la classe avec un meilleur niveau. Puisque quand j'étais en PC base, j'étais plutôt dans le haut de la classe, et ça en fait ça aide beaucoup sur la motivation et ça aide beaucoup à se projeter dans les épreuves, etc. Donc après 2 ans de prépa, on passe les concours. Après les concours, donc on a un mois de concours, après on a des résultats, après on a les euros, et après on a un classement. Le classement, c'est après on classe comme sur un PVC d'école, et on tombe dans une école. Donc 90% des gens, ils classent au prestige. Ils se fient un peu au classement étudiant, un peu à ce que se disent leurs parents, et ils font leur classement comme ça. Et moi, je me suis retrouvé avec l'école des bons. Donc au début, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dedans. J'ai ouvert la plaquette et je me suis rendu compte qu'il y avait un département qui s'appelait Ville, Environnement, Transport. Et c'est là que j'ai eu l'envie que tout était lié et que toutes mes aspirations sont regroupées sur cette envie de rentrer dans ce département qui est un département pas uniquement centré sur les sciences. Et c'est ça qui est aussi hyper important, c'est que c'est un département qui s'éloigne des disciplines hyper scientifiques, hyper carrées, hyper rigoureuses cartésiennes, pour rentrer dans le domaine des humanités, de la sociologie, de l'économie, etc. Et je pense que cette double formation, d'avoir ces 2 points de vue, est essentielle pour comprendre les enjeux que nous avons aujourd'hui. Après donc, une première année de tronc commun où là on rabâche des cours très scientifiques, je suis rentré dans ce département en 2e année, dans la spécialité justement environnement, où il y avait beaucoup de cours de gestion des ressources, de sociologie, d'urbanisme, etc. Et j'ai voulu prolonger cette expérience un peu d'apprentissage à travers une césure. Donc, nous, quand on dit césure, c'est plutôt un stage long. Donc, c'est une année fractionnée en 2 stages de 6 mois. Et ces 2 stages sont un peu la concrétisation de mes envies en termes de voie professionnelle. Donc, moi, j'avais choisi déjà un département qui très connu environnement et j'avais envie de poursuivre dans cette voie. Donc, rapidement, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je suis donc toujours à l'école, mais j'ai choisi une spécialisation qui est le Master Transition énergétique et territoire. Donc là, qui continue, qui poursuit dans cette dynamique de transition, particulièrement de la transition énergétique, avec toujours cette pluridisciplinarité, on peut dire, donc à la fois des cours assez techniques d'optimisation, la même cours s'appelle l'optimisation stochastique, je ne sais pas encore compris ce que c'était, mais ça va arriver. On a aussi des cours de gouvernance et d'économie. Donc on s'attaque à beaucoup de pans pour comprendre un peu cette dynamique de transition. Et en parallèle, je fais aussi une L3 d'économie appliquée à Dauphine. Bon, là, c'est un peu plus scientifique, mais l'économie m'intéressait et je voulais un peu savoir ce qu'il y avait. J'ai mis en point d'interrogation demain. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire, mais j'ai envie de participer, en tout cas à cette transition, et participer de la manière à ce qu'elle ait dans un sens. Pas uniquement pour moi, mais pour la société dans son ensemble. Participer, en quelque sorte, à construire et à faire ensemble. Donc mes stages. Le premier stage que j'ai fait, donc en lien avec l'ODD numéro 6, qui est lié à l'eau, c'était chez Veolia, particulièrement sur les cas, qui est un bureau d'études, qui est le bureau d'études de Veolia. Veolia, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la grande entreprise, grande multinationale de l'eau dans le monde et plus particulièrement en France. Et là-bas, ce que j'ai pris des cafés déjà. Et les cafés, c'est important parce que ça permet de sociabiliser, de discuter des sujets et de savoir un peu ce qui se passe, d'avoir les opinions des gens. Et c'est assez important dans le monde du travail puisque c'est souvent aseptisé et se retrouver autour d'un café permet vraiment d'évoquer des sujets qui sont importants. Bon, aujourd'hui, j'ai arrêté les cafés, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce drapeau. C'est les profs de géographie. Non. C'est le drapeau du Togo. Donc, moi, j'ai travaillé avec le Togo, justement. Donc, le Togo, c'est un pays en Afrique, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai eu
l'occasion de travailler là-bas sur des... Je suis pas allé là-bas, je suis resté en France, parce que bon, voilà, Covid. En plus, j'étais censé travailler sur un projet dans la zone, toute petite zone rouge, là, en haut. Donc ça, c'est la zone qui est fortement déconseillée par le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Et donc, c'est des zones où il y a des terroristes, potentiellement. Ils n'étaient pas trop chauds de m'envoyer là-bas. Mais parce que c'est au carrefour avec le Ghana, le Burkina Faso. C'est pas une zone qui est très accueillante, on va dire. Mais je n'ai pas eu l'occasion de partir, mais j'ai travaillé sur ce projet-là, à distance. Donc, qui était un projet d'alimentation en eau potable pour la grosse ville qui est Dapahong. Dapahong, c'est la région, c'est la capitale de la région de Savane, qui est une grosse ville au nord du Togo, et sur d'autres petits projets sur les villes aux alentours. Et c'était donc la construction, enfin les études en amont, pardon, sur la construction d'un nouveau réseau d'approvisionnement en eau potable, puisque les réseaux là-bas sont soit inexistants, soit vétustes. Donc il a fallu étudier tout ce qu'il y avait en lien avec l'eau potable, c'est-à-dire la gestion des ressources, faire des bons calculs pour que assez de personnes reçoivent assez d'eau, faire des prospectives aussi sur la capacité des réseaux à apporter assez d'eau aux populations locales. Et c'était une gestion assez particulière. C'est un projet qui était financé avec l'AFD, qui est l'Agence française de développement, qui est une agence d'État qui s'occupe justement de toutes ces questions de développement international. Et j'ai beaucoup appris parce que c'est un pays et une région où les moyens sont assez compliqués à mobiliser. Et on sent que derrière ce qu'on fait, derrière le petit bout de réseau de 100 mètres à, je sais pas combien de kilomètres c'est de la France, mais de beaucoup, on a un impact qui est assez fort, qui est qu'on va apporter un approvisionnement en eau potable qui est sûr, qui est garanti. Et faire ce constat-là, à distance, même si c'est à distance, c'est hyper important pour la visualisation qu'on a de nous-mêmes, la visualisation qu'on a de notre travail. En fait, je pense que ça participe à la quête de sens qui est assez généralisée dans notre génération. Quand on cherche un travail, on cherche aussi un sens, quel qu'il soit, quelles que soient les valeurs. Et moi, j'estime qu'à travers ce type de projet, qui est assez grande ampleur, qui sont financés à l'autre bout du monde, on a un impact qui est net, précis, clair, tangible. Et ça, c'est important pour soi. Avant d'être important pour les autres, c'est important pour soi. Et je pense que ça participe à l'envie de poursuivre et l'envie de se projeter dans ce type de métier-là. Alors, je n'ai pas travaillé qu'au Togo. Donc, en 6 mois de stage, j'ai aussi eu le temps de travailler sur la France. Donc là, ce n'est pas du tout la même gestion du réseau, c'est pas du tout la même gestion de la ressource, mais c'est aussi intéressant parce que en France, moi je travaille sur la région Île-de-France, on a un réseau qui est vieux, qui existe, mais qui est vieux et qu'il faut renouveler. Ça aussi, c'est des questions d'assurer le service public de l'eau et d'assurer une bonne desserte de l'eau. Et donc, j'ai codé, moi tout seul. Finalement, j'ai quand même appris des trucs en école d'ingé. C'était coder un algorithme d'optimisation. Donc, ça fait un peu joli comme ça, mais ça donnait des résultats assez concrets. Puisque du coup, en bleu, on a les canalisations qu'il faut absolument remplacer, qui sont très vieilles, qui peuvent péter d'un moment à un autre. Là, les 3 premiers, c'est les résultats un peu historiques, donc, pour qualifier le modèle. Donc, en 2018, 2019, 2020, en réel, il était à peu près à 20% de canalisation qui était remplacée. Et moi, avec mon algorithme, j'étais aux alentours de 65. Donc, c'était assez utile, en fait, de faire cet algorithme, puisqu'en fait, ça permet d'économiser des ressources, permet de faciliter les travaux, et ça permet d'assurer un service correct, un service public de l'eau qui est correct, et qui là aussi est utile. Donc, parce qu'il n'y a pas que les ménages, il y a aussi les hôpitaux, le tertiaire, etc. Et ces 2 gestions de l'eau que j'ai pu voir dans ces 2 pays, l'un avec plus ou moins que l'autre, évidemment, mais qui était très intéressant pour un peu voir ce qui se fait en fonction du pays. Donc
j'ai un peu vu les deux extrêmes. Ensuite, après le monde de l'eau, j'ai voulu rejoindre le monde de l'énergie. C'est vraiment deux disciplines et deux domaines que je voulais vraiment explorer, puisque bon, j'avais été formé déjà, et pour moi, ces deux domaines-là participent à la transition écologique et à la transition énergétique. Et ces deux domaines sont hyper importants, puisque c'est des ressources. Donc des ressources qu'il faut gérer, et ça demande pas uniquement des outils techniques, mais aussi des outils plus liés à la sociologie et aux humanités. Donc j'ai fait mon deuxième stage au ministère de la Transition écologique. Là aussi, j'ai pris des cafés, mais c'était d'autant plus intéressant que les équipes là-bas les équipes de mon bureau en tout cas étaient assez jeunes. Et ça, c'est intéressant puisque ces équipes sont assez jeunes, en fait, ont les mêmes motivations, les mêmes idées, et à quelques idées près que vous. Et ça permet vraiment de stimuler les idées qu'on peut avoir, et surtout ces discussions informelles permettent un peu de sentir, d'avoir les témoignages de chaque personne, parce qu'il n'y avait pas que des ingénieurs, il y avait aussi des gens qui étaient issus de plein d'autres formations. Et ça permet d'avoir de sentir un peu ce mouvement qui se profile de notre génération, qui s'engage pour ces sujets. Donc, entre-temps, le ministère de la Transition écologique est devenu le ministère de la Transition énergétique. Ça n'a rien changé, hein, c'était juste le nom. Et pour ceux qui n'aiment pas trop les acronymes, j'ai mis le bureau exact dans lequel je me trouvais. Donc, c'était ministère de la Transition énergétique, MTE. DGEC, c'est Direction Générale de l'Énergie et du Climat. SC2E, c'est Service Climat et Efficacité énergétique. SD5, c'est sous-division numéro 5. Et 5CD, c'était le numéro de bureau. Ça, c'est l'organigramme. On descend comme ça. C'est très hiérarchisé, ça fait un peu peur. Mais finalement, on s'y retrouve, et c'est un ministère où les hiérarchies sont assez souples. Où en fait, comme il n'y a pas beaucoup de moyens, un peu comme partout, on est amené à faire pas mal de décisions par soi-même. Donc même le stagiaire peut faire des décisions un peu tout seul dans son coin. Donc il a la confiance de ses collègues, et il peut en fait monter assez vite en compétences et se former sur plein de sujets. Donc moi je travaillais dans le bureau 5CD, qui est le bureau efficacité énergétique, et plus particulièrement sur les C2E que vous voyez là. Donc les C2E, c'est les certificats d'économie de l'énergie. En fait, c'est un dispositif qui date des années date de 2005, pour être exact, et qui a été monté pour encourager à l'efficacité énergétique, aux opérations d'efficacité énergétique. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais à un moment, il y avait toutes les isolations à 1 euro, donc il y avait plein d'arnaques, etc. Mais ça appartenait au dispositif C2. Donc en fait, comment ça marche? C'est ce qu'on appelle un obligé, donc Total, EDF, Engie, qui sont des vendeurs d'énergie. Donc dès qu'on vend une certaine quantité d'énergie, on est obligé de souscrire à ce dispositif. Et l'État nous impose un montant de certificat à obtenir sur une période, sous peine de sanctions financières. Et donc ça va forcer les obliger justement à investir dans des opérations qu'on appelle standardisées, eux aussi investir dans des opérations spécifiques des programmes. Et ces opérations standardisées, c'est des opérations d'efficacité énergétique. Donc typiquement, vous pouvez aller voir Total et leur demander de financer vos isolations l'isolation des murs, ou même remplacer vos fenêtres. Et ça couvre vraiment un champ et un éventail de secteurs vraiment importants. C'est un peu une mine d'or, sur le plan économique, financier. Il y a beaucoup d'argent qui transite par ce dispositif, et ça couvre vraiment des secteurs de l'agriculture, à l'industrie, au transport, au réseau, au bâtiment, évidemment, au tertiaire, résidentiel, etc. Et ensuite, donc ça c'est pour la logique européenne depuis la libération du marché de l'électricité, c'est que tout fonctionne en marché, donc c'est aussi un marché des certificats, il y a un marché des certificats qui fonctionne un peu comme le marché des quotas carbone, et qui permet d'échanger des certificats entre ceux qui en ont trop, ceux qui en ont pas assez, et de créer ces exemples-là qui sont censés favoriser l'efficacité énergétique pour tout le monde.
Donc c'est un dispositif qui mérite d'être mieux connu parce qu'il se perd un peu dans le micmac des aides, les aides d'État, entre ma prime rénov, quelles que soient les aides d'État, c'est vraiment un millefeuille un peu incompréhensible. Les certificats d'économie d'énergie, on commence à être un peu plus connus, notamment ils sont utilisés par BlaBlaCar. Donc ça commence à venir, mais il y a ce besoin de clarifier aussi. Donc, quand je parlais de vision un peu claire, décisive du politique, c'est de clarifier un peu ces dispositifs. Vraiment de les hiérarchiser, parce qu'il y a ce besoin-là pour diminuer le reste à charge pour les ménages, qui est hyper important. Parce qu'on ne va pas cibler ceux qui ont les moyens de rénover, mais ceux qui sont en situation de précarité énergétique, ceux qui en ont besoin. Et c'est ces ménages-là qui, pour le coup, ne doivent pas avoir un reste à charge trop important. Donc, ce que j'ai retenu de ce stage, c'est cette courbe. Donc, bon, on voit pas bien, c'est pas important. Cette courbe, c'est la courbe en S. Donc, c'est un peu le modèle qui est utilisé pour expliquer l'adoption d'une technologie. Donc là, on peut mettre un peu plus avec des frigos ou même des télés. Au début, c'est lent, après, il y a une grosse accélération, puis un palier quand tout le monde. Et c'est ce qui est utilisé par le GIEC sur les énergies renouvelables. Donc, eux, ils se disent que les prix vont baisser, donc tout le monde va en prendre. Au début, on galère un peu, tout le monde va en prendre, et puis après, on sera 100% ENR. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que le rôle de l'État, là, est hyper important. Moi, ce que j'ai vu avec les C2E, c'est qu'il y avait vraiment une quantité d'argent qui transitait par là qui était assez impressionnante. Ça se compte en plusieurs millions, voire centaines de millions, voire milliards. Et l'État a ce rôle vraiment important d'impulser et de protéger les technologies. Donc c'est pour ça que là, le choix il est sur vraiment ce qu'on veut faire. La technologie, elle va exister ou non, il y a plein de gens qui proposent tout le temps des idées, c'est pas un problème. L'idée, c'est vraiment de choisir ou d'impulser des modes de vie, des technologies, et c'est pour ça que l'action publique est au cœur de la transition. La protection de ces technologies est essentielle, surtout au début, parce que c'est pas forcément rentable, c'est pas forcément intéressant pour les gens d'en acheter. C'est comme les panneaux solaires. Au début, on a vu que c'était super cher, bon maintenant ça baisse, pas forcément pour les bonnes raisons, mais il y a ce rôle de protection. Quand je parle de protection, pour revenir sur le sujet des panneaux solaires, il y avait une industrie à l'époque du panneau solaire en Europe et en France, et l'État n'a pas su avoir ce rôle de protection, et du coup les Chinois ont inondé le marché, ont cassé les coûts, évidemment, c'est intéressant pour tout le monde, mais il n'a pas su protéger cette technologie qui était européenne, et où les avancées technologiques étaient européennes. Donc voilà, j'en ai fini avec mes stages et mon parcours. Maintenant, je vais un peu plus parler des idées de transition et des idées qu'on peut avoir, nous, en tant que jeune génération, sur ces sujets-là. Quand je dis jeune génération, je ne parle pas forcément des lycéens qui vont commencer leur formation post-bac, mais je parle surtout de ceux qui sont aux avant-postes de leur choix professionnel, en fait. Comme j'ai dit, je trouve que c'est hyper important, en fait, d'avoir ce choix-là. Quand on a fait des études, on a la chance d'avoir ce choix, d'avoir cette possibilité de se projeter. Et en fait, en étant en avant-poste, on peut vraiment initier des choix collectifs et des changements sociétaux. C'est très optimiste, ce que je dis. Mais c'est l'idée. Donc, je vais commencer par les besoins. Dans une transition, donc ça c'est un graphique de BlackRock. BlackRock, c'est le plus grand fonds d'investissement du monde. Donc ils ont beaucoup d'argent, ils ont investi dans beaucoup d'entreprises. Et eux, leur façon de voir la transition, c'est que les bénéfices qui vont venir des investissements dans la transition sont supérieurs au coût. Donc moi, c'est une vision que je trouve optimiste et que j'aime bien, parce que la transition, évidemment, elle a un coût, qu'elle soit écologique, énergétique,
ou autre, elle a un coût qui est important. Et ce coût-là, qui sera supporté par l'État, qui doit créer des marchés, etc. Mais doit venir aussi un apport du secteur privé. Et donc ce coût-là doit être équitablement réparti, évidemment, mais il y a aussi la création de besoin de main-d'œuvre. Et main-d'œuvre, c'est pas uniquement fabriquer des éoliennes, des panneaux solaires. C'est vraiment dans tous les secteurs de la société. C'est, comme je disais, ça peut aller du juridique à la gestion à l'ingénieur. Et c'est cette main-d'œuvre, ce besoin de main-d'œuvre, c'est des emplois. Et des emplois qui vont être liés aux investissements qui vont être faits. Donc je reviens sur le fait que ce n'est pas un problème technique et qu'il faut vraiment une vision politique claire. Donc des technologies qu'on va impulser, des choix de société qu'on veut faire et la façon dont on veut mener cette transition. Alors, pour les besoins, je vais essayer de. C'est compliqué d'être exhaustif, mais je vais essayer d'ouvrir des portes. Et après, on pourra y revenir évidemment dans la question. Mais d'ouvrir des portes, d'ouvrir des idées, de voir ce qui peut être fait. Je vais rester sur le cas de la France. Ce qui peut être fait, notamment sur les territoires. Quand je dis territoire, c'est vraiment sur le territoire métropolitain. On aime bien opposer ville, territoire urbain aux territoires ruraux, sans comprendre qu'en fait, il y a énormément d'interdépendance. Et en fait, pour faire vivre la transition, la faire accepter, il faut faire jouer ces interdépendances. Puisqu'il y a en fait un souci d'équité. Si on demande aux gens qui habitent dans les territoires ruraux d'accueillir tous les ENR parce qu'il y a de l'espace et qu'ils n'en retirent pas les bénéfices, il y a un problème d'acceptabilité. Les gens ne sont pas contents. Et ça freine, en fait, c'est ce qui freine, même s'il y a des commissions de débat public, etc., c'est ce qui freine l'adoption de ces projets-là. Donc, on l'a vu, ça fait, je ne sais plus quand exactement a été initié, peut-être 2015, le premier parc éolien offshore, donc en mer, qui vient d'être ouvert aujourd'hui. Et je pense que là aussi, dans cette même classe, c'est un problème d'équité. On n'a pas su écouter les associations, on n'a pas su habiter les habitants locaux, on n'a pas su écouter leurs envies et leurs enjeux. Et ça, c'est important, puisque l'État ne peut pas passer outre ces considérations-là, puisqu'il sert l'intérêt commun. Il ne sert pas juste à mettre de l'énergie partout, enfin des éoliennes partout, il sert aussi à servir un autre. Et donc, c'est important d'avoir cette idée de ces démarches-là et de faire jouer ces interdépendances. Donc là, on a un exemple, mais on a un exemple de transaction, on peut appeler ça une transaction, entre une filière bois, ça peut être n'importe quoi, mais là on a pris un exemple du bois, qui vient du territoire rural et qui va alimenter le territoire urbain. En fait, cette transaction est déséquilibrée, puisqu'il n'y a pas de retour, on ne fait pas jouer l'interdépendance. Il n'y a pas de retour du territoire urbain vers le territoire rural, outre l'argent et cette transaction financière. Il faut sortir de cette logique-là et vraiment, pour sécuriser des approvisionnements, sécuriser des technologies et des manières de faire, il faut avoir un retour. Donc le territoire urbain, il peut prêter, par exemple, un service d'ingénierie pour pérenniser la structure. Et ça, c'est important puisque ça permet vraiment de rééquilibrer les rapports et de ne pas sentir que certains territoires sont lésés par rapport à d'autres. Et cette démarche, elle permet de créer des emplois. Il y a plein de retombées en fait sur les territoires, que ce soit les territoires urbains ou ruraux, et ça crée des dynamiques. Et ces dynamiques-là, elles sont hyper importantes parce que, en fait, on peut vraiment rentrer dans tous les champs de la société, dans tous les champs, les corps de métier, pour pouvoir faire cette transition. Ça montre que ce n'est pas uniquement le technicien, pas uniquement l'ingénieur qui doit s'occuper de ça, mais tous les corps de métier dans une dynamique un peu pluridisciplinaire. Je vais citer le cas de l'autoconsommation collective, donc ACC, et des communautés d'énergie. Donc là, ce sont vraiment des démarches qui s'étudient et qui se créent au niveau local, et qui se basent sur des projets locaux de production d'énergie renouvelable. Donc l'autoconsommation collective, c'est par exemple une communauté, je dirais un village, avec une école, une boulangerie, des habitations, et tous s'accordent pour vraiment prendre le projet en main et prendre ce projet d'énergie renouvelable. Puisqu'on sait que voilà, l'énergie renouvelable, ça ne produit pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps les mêmes besoins. Et aujourd'hui,
on a des communautés qui consomment 80% de l'énergie renouvelable qu'ils produisent, en rejetant 20%. Donc c'est impressionnant, parce qu'à l'époque, il y a à peu près 5-10 ans, c'était l'inverse, ça n'avait pas fait. On avait plein de panneaux solaires, plein d'éoliennes, on utilisait énormément d'énergie renouvelable, mais on consommait uniquement 20%. Donc c'était obligé d'en lâcher 80% sur le réseau. Donc c'était assez inefficace. Donc aujourd'hui, avec ces démarches de communauté d'énergie, et là c'est une démarche de la Commission européenne, je crois, avec cette démarche d'autoconsommation collective, on arrive vraiment à ancrer un projet de transition sur le territoire. On fait comprendre aux gens que ils s'emparent eux-mêmes de ce sujet-là et qu'ils peuvent y participer. On leur fait comprendre que les énergies renouvelables, ce n'est pas uniquement pour servir le grand réseau national, RTE, etc., mais vraiment de servir des usages locaux. Et ça, c'est important pour l'acceptabilité. Et en plus, on a des retombées en termes d'emploi et en termes des retombées économiques. Donc, voilà, là, j'ai mis quelques exemples, hein, pas du tout exhaustif, mais ces métiers-là, la création de ces métiers-là, cette création de richesse, participe à une forme de récit collectif et surtout participe à une répartition équitable des efforts. Donc, dans la transition, il y a des coûts, évidemment, pas uniquement financiers, il y a des coûts aussi en termes d'efforts ressentis. Et ces coûts-là doivent être répartis équitablement. Ils ne peuvent pas être laissés uniquement, comme je l'ai dit, aux territoires ruraux sur, par exemple, les énergies renouvelables. Et ça, c'est la fin des inconvénients sans bénéfice. Et c'est une démarche qui est portée par Leclerc. Leclerc, c'est une ONG spécialisée sur les énergies renouvelables qui est assez active et qui propose une lecture de ces projets-là qui s'appelle les territoires à énergie positive. TEPOS. Donc, ces territoires à énergie positive, c'est, comme leur nom l'indique, des territoires qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment. Mais ça reste des territoires où l'espace de production et l'espace de consommation sont les mêmes. Et en plus, en produisant plus d'énergie qu'ils en consomment, ils peuvent en reverser une partie sur le réseau et se refaire de l'argent dessus. Alors, donc ça a plein d'effets bénéfiques, ça permet la réappropriation d'énergie, donc on a plein de projets démocratiques, et ça sort des logiques, donc là j'ai pris top-down, bottom-up, c'est un truc du jargon, et ça sort des logiques centralisatrices. Donc top-down, c'est vraiment du haut vers le bas, donc là centralisateur. Tout ce qu'on a connu sur l'énergie depuis l'après-guerre. Donc ils sont des logiques intéressantes qu'il ne faut pas oublier, mais qui doivent aussi se compléter avec des logiques bottom-up, qui viennent du bas, qui sont des logiques locales. Et ça, c'est des projets comme le projet de territoire à énergie positive, qui permet vraiment de réapproprier le domaine de l'énergie, le contexte de l'énergie par les citoyens, et en plus créer de l'emploi et qui a des conséquences bénéfiques. Bon, alors ça, c'était en France, c'était les territoires, c'était quelque chose qui est quand même assez restreint. Maintenant, on rentre et on est dans une économie mondialisée et concurrentielle. Il ne faut pas se voiler la face sur le fait que cette économie-là, elle existe, et ces concurrences-là, elles existent. Et là-dessus, c'est un peu ce que je vous disais, c'est la capacité de l'État à avoir une forme de stabilité dans ses politiques publiques. Donc, c'est vraiment avoir une vision claire, lisible et stable dans le temps, et qui doit oublier les politiques publiques en stop and go. Stop and go, c'est comme la voiture, on s'arrête, on démarre, on s'arrête, on démarre. Et en fait, ça pénalise les acteurs économiques. Parce que les acteurs économiques ont besoin de vision, de stabilité. Et quand je parle d'acteurs économiques, je ne parle pas des grands majors de la rénovation énergétique, je parle des petites PME sur les territoires et des petites PME en France. Donc, avoir cette visibilité-là, ça permet vraiment de pérenniser des structures, pérenniser des filières économiques. Faire une interruption de 1 minute, parce que je crois que vous avez cours et que vos professeurs vont vous attendre. Je vous laisse le temps de vous on mettra la conférence en ligne et vous aurez, si jamais vous souhaitez la revisionner ou en tout cas avoir la transcription.
Si vous avez des questions, passez par vos professeurs, notamment M. Capo, qui sont en lien. Oui, là, c'est bon, je sais pas si je terminerai avant, mais enfin, peut-être un peu à ralentir. Du coup, je reprends. Donc, j'étais sur voilà, l'économie mondialisée et concurrentielle. Donc, ça, c'est l'idée, c'est l'approche par le territoire. Il faut se projeter aussi en macro. Il faut se dire que il n'y a pas que des petits PME isolés sur le territoire, il y a aussi d'autres pays, d'autres concurrences. En fait, il ne faut pas les oublier. Même si on n'existe pas, il ne faut pas les oublier. Et c'est pour ça qu'il y a une vision vraiment sur le temps long qui dépasse le temps actuel politique, qui est celui des politiques publiques pérennes, qui permettent vraiment de créer des cadres réglementaires pour les filières économiques et qui permettent de pérenniser les filières. Puisqu'en fait, avec les politiques en stop and go, on n'arrive à rien, puisque sans cette stabilité-là, on ne peut pas reconstruire derrière les filières. Ou c'est très compliqué, ou ça demande beaucoup d'argent, et on a déjà perdu l'avantage concurrentiel. Donc, je sais que là, sur le solaire, ils sont en train de repartir avec un projet européen, etc. Mais voilà, ça demande 25 ans. Et l'État ne supporte pas, puisqu'on a des difficultés, puisque le prix est plus tout même. Le prix en Europe de production est plus tout même. Donc, il y avait, je ne sais plus qui avait ça, mais je me souviens d'une petite anecdote, c'est que ça peut prendre 3 mois d'envoyer un courrier à l'État, mais pour impulser une filière économique, il n'y a que l'État qui peut le faire. Donc ça va être très rapide, mais sur 10 ans, il n'y a que cette stabilité-là qui peut être ouverte et qui peut vraiment construire des technologies qui sont intéressantes pour la transition énergétique. Donc là, ouais, il y a juste un exemple sur les C2E par exemple. Bon, je sais, on peut dire que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. On a supprimé des coups de pouce, c'est juste pour illustrer le propos. On a supprimé des coups de pouce et du coup, on a perdu des emplois, on a fragilisé un peu le secteur de la rénovation énergétique et c'est pas vraiment ce qu'ils font en ce moment. Même si voilà, les chiffres étaient discutés au sein du ministère, etc. Donc, au niveau des freins, c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est vraiment juste pour se donner un peu une idée. On a des freins exogènes là, qui ne dépendent pas forcément de l'entreprise. Là, le seul choix qu'on a, nous, devant le marché de l'emploi, c'est soit d'éviter ce type d'entreprise si on peut participer à la transition, mais c'est compliqué de faire changer ces points-là, à part par la mobilisation politique et d'engagement extra-professionnel. Ensuite, on a les freins endogènes. Donc là, c'est le qu'on peut changer un peu plus. Typiquement dans la hiérarchie, qui ne veut pas que les petits jeunes aillent déranger sur ces questions-là, qu'ils ont un plan climat qui est nickel, qu'il ne faut pas toucher, et que, en fait, qui ne prend pas en compte les démarches qui peuvent être mises en place par des jeunes employés. On a aussi les habitudes, ça c'est un gros facteur qu'il faut changer dans les entreprises, qui ne sont pas forcément au centre du débat, mais qui sont un peu, qui sont assez vicieuses en fait, puisque les gens ne veulent pas trop changer. Ils ont commencé comme ça et ils continueront comme ça. Et c'est ça qu'il faut venir un peu bousculer, remettre en question. Et enfin, les règles en interne, ça c'est un truc qui concerne toutes les organisations, tout type d'organisation. J'ai un exemple qui est assez parlant, c'est que quand j'étais en stage au ministère, j'ai un collègue qui avait un séminaire, une réunion internationale des pompes à chaleur, très spécifique,
à Lisbonne. Alors que lui, non. Donc le ministère est à la Défense, à Paris. Et lui, il s'est convaincu. Il est dans une asso, en plus du DAF, il est dans une asso. Il travaille sur des sujets européens, d'efficacité énergétique dans les bâtiments, etc. Et il est convaincu que, bon, voilà, lui, il va arrêter de prendre l'avion. Donc, il a décidé de prendre le bus de Paris jusqu'à Lisbonne. Donc, c'est quelqu'un qui est très motivé, très engagé, et qui a fait à peu près 48 heures de bus avec les arrêts, les transferts, etc. Et dans chaque cas, plus de France. Donc, ça s'est enchaîné. Et en fait, c'est pas fait rembourser parce que la politique du ministère considérait que il avait trop travaillé, parce que apparemment ça compte comme du temps de travail, le voyage, et donc c'est pas fait rembourser son voyage. Donc ça montre un peu qu'il y a certainement en interne qu'il faudrait un peu chambouler, rénover, et je sais que c'est assez compliqué dans l'administration publique, mais c'est particulièrement intéressant cette petite aventure qu'il a eue, et en fait ça rejoint aussi un autre point, c'est que moi j'ai une amie qui travaille dans une entreprise privée, qui fait beaucoup de déplacements, puisqu'elle fait un rôle d'ingénieur d'application slash commercial. Et en fait, elle fait des voyages dans les grandes villes françaises, et elle ne peut pas prendre des gens en covoiturage. Alors que ce serait hyper intéressant à la fois pour sa consommation personnelle et pour l'environnement. Et sa boîte lui interdit de faire ce type de démarche pour abaisser son budget essence. Bon, évidemment, personne ne va aller vérifier si elle a des gens dans sa voiture, mais juste sur le plan de la règle qui est proposée, c'est pas intéressant. Bon, maintenant, on a la partie la plus intéressante, je pense, c'est les solutions portées par notre génération. Donc, quand je parle de notre génération, je parle évidemment de la génération que je côtoie dans les grandes écoles, qui n'est absolument pas généralisée, mais qui sont des solutions qui sont intéressantes parce qu'elles peuvent, en quelque sorte, guider et donner des axes de réflexion à des gens plus jeunes. Ces stratégies que j'ai listées, sont vraiment basées sur les témoignages. Ce n'est pas du tout l'expertise, ce n'est pas du tout des études comparatives, etc. C'est vraiment sur les témoignages que j'ai pu entendre, sur des discussions au café ou avec des camarades ou des collègues, des amis. Et ces témoignages-là, que j'en ai mis quelques-uns, sont hyper instructifs. Parce qu'en fait, ça permet vraiment de sentir un peu, de sentir ce qui se passe. Et de sentir l'idée que finalement, aujourd'hui, c'est plus une question de gens qui sont complètement engagés, mais c'est aussi une question de gens qui considèrent les critères environnementaux dans le choix de leur travail. Donc le premier, c'est évidemment celui qu'on a tous envie de faire, c'est le choix éclairé, c'est faire son marché sur le marché du travail, du coup. Et vraiment faire le choix de sa profession. Moi, je considère qu'on a la chance, comme je l'ai dit avant, on a la chance d'avoir le choix. Donc, ça, c'est quelque chose qui est propre aux gens qui ont fait de longues études comme moi, qui sont très surdiplômés, très diplômés, et qui sortent de grande école. C'est qu'ils ont la chance d'avoir le choix, et que moi, j'estime que cette chance implique des devoirs. Donc, il y a un premier devoir de réflexion à avoir. Je pense que le sujet, c'est au sortir de cette étude-là, on a la possibilité de choisir son corps de métier, choisir dans quelle entreprise on va travailler. Il y a un devoir de choix. Donc, pas uniquement de choix pour soi-même, mais pour ce qu'on va participer, enfin, notre place dans la société, et ce pour quoi on va participer, à créer de la richesse ou autre. Et moi, je trouve que cette quête de sens de notre génération se couple très bien avec cette idée de transition. Puisque l'idée de transition, c'est l'idée de servir l'intérêt commun, et ça permet de combler ce vide que notre génération a, qui est la quête de sens. Donc cette quête de sens, elle peut s'expliquer par plein de facteurs, mais il faudrait qu'elle est là. Et donc il y a des gens qui font le choix de la voir, de la comprendre et de l'accepter, et d'autres qui ne font pas ce choix et qui se bloquent dans une logique de prestige, une logique d'argent. Je vais faire ce métier-là pour gagner de l'argent, je vais faire ce métier-là parce que c'est prestigieux. Ça dès la sortie de grande école. On va pas s'arrêter. Il y a aussi une démarche qui est assez intéressante, qui est un exemple qui montre bien que les choses sont peut-être en train de changer. C'est qu'il y a aussi un regain d'intérêt pour le public. Donc moi, juste un exemple personnel, pour sortir de ce stage du ministère, je suis très intéressé par ces sujets-là, de politique publique et du service public en général. Et j'ai créé un groupe
Facebook pour les élèves de mon école, pour ceux qui seraient intéressés dans ce type de stage. Et donc, ça fait à peu près 2 semaines, on a déjà eu 160 membres. Non, ça ne veut rien dire, mais 160 personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, ça fait beaucoup. Et c'est pareil à l'école polytechnique. J'ai des amis qui sont en dernière année d'école polytechnique, et en dernière année d'école polytechnique, on a un classement de sortie. Et le classement de sortie conditionne l'entrée dans les corps. Donc les 10 premiers ils prennent le corps des mines. Le corps des mines, c'est Carlos Ghosn, Patrick Pouyanné, tout ça, la grande industrie française, et tête du 440. Ça, c'est les 10 premiers. Et en dessous, il y a le corps des ponts. C'est le corps des ponts, des eaux et des forêts. Donc c'est des corps d'ingénieurs techniques qui existent, et ce corps des ponts est axé sur les idées de transition. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs des ponts qui ressortent et qui travaillent dans le public au sein du ministère de la Transition écologique. Et il y a quelques années, en gros, donc ça c'est par classement, il y a quelques années, le dernier admis au corps des ponts à Polytechnique, il était, pour se souvenir, 250e, il est pas mal. Aujourd'hui, cette année, le dernier admis au corps des ponts, il était 76e. Donc en fait, il y a cette idée que l'entreprise privée, en tout cas dans cette école, que l'entreprise privée n'est plus le seul salut possible. Les gens commencent à se réintéresser au public, à se réintéresser à la capacité de l'État à faire des choses, et c'est un choix, en tout cas que je trouve éclairé, sur les capacités que ces élèves peuvent avoir. Et finalement, il y a ce dernier point qui est surtout l'effet statutaire et de mode. Donc, je pense qu'il y a aussi cette idée que dans nos strates sociales de grands diplômés, l'idée de d'œuvrer pour la transition et l'intérêt commun permet d'avoir un avantage un peu social. Donc dire je prends plus l'avion, je prends le train, ça nous donne une bonne image. En fait. Et là, c'est un peu pareil. Donc, il y a cette idée de mode qui se combine, qui est bénéfique, qui est positif, qui se combine à cet attrait, cette envie de faire bouger les choses et en fait de trouver un sens aussi à travers son travail. Après le choix éclairé, on a aussi le volte-face. Donc ça, c'est une stratégie. Une manière de répondre au problème qui est assez cohérente et qui est légitime et que j'ai beaucoup vu moi à l'école, parce que c'est une école d'ingénieur, il n'y a pas tout le monde qui est intéressé par ce sujet-là. Quand on sort du prépa maths, on est fort en maths, on continue dans les maths, dans l'info, et puis en fait on se rend compte qu'en finance on gagne beaucoup d'argent. Et donc il y a beaucoup de gens qui font le choix de rentrer en finance. Et en fait, ces objectifs ne font pas forcément la part des choses entre ce que peuvent apporter, entre leur action individuelle et leur choix de rentrer dans la finance. Donc là, on a un premier témoignage d'un ami à moi qui se sentait vraiment responsable sur un point de vue individuel. Il mangeait moins de viande rouge, il prenait moins l'avion, etc. Mais de l'autre côté, il choisissait cette finance. Et après un premier stage, il faut toujours une première expérience, parce que c'est comme ça qu'on se rend compte des choses. L'expérience, je ne la pas du tout plus, et en fait, il s'est rendu compte aussi, à travers cette réflexion, qu'il y avait un lien, qui est un lien fort, entre son choix de métier, donc son choix un peu qui relève du collectif, puisque c'est des idées qu'on lui a données sur la finance, etc. Qui était contraire à ses convictions individuelles. Et ça, je trouve que c'est légitime et que c'est fort, que le fait d'avoir retourné sa veste au bon moment, c'est une bonne chose. Et ça, c'est assez commun dans les gens qui font de la finance, c'est qu'ils se rendent compte, donc là, j'ai 2 personnes qui ont témoigné pour moi, et il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez le média Mon Pote, mais la personne qui s'occupe de ce média-là avait aussi une carrière dans la finance, et s'est reparti pour faire un média sur la transition. Donc c'est intéressant de voir que il n'y a pas forcément aussi non plus que les critères environnementaux, où il y a aussi les critères éthiques sur ces questions de volte-face. Et que les critères environnementaux réintègrent un peu le débat, réintègrent le fait que finalement, la finance faite dans les grandes banques, faite dans les grands fonds d'investissement, telle qu'elle est faite aujourd'hui, n'est pas forcément viable pour financer la transition. Voilà, depuis tout à l'heure, je parle de gens qui sont très motivés, ça permet d'avoir un tableau assez optimiste de la situation.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qu'on ne sait pas forcément les priorités. Et on ne peut pas les blâmer pour ça. Il y a une forme de relativisation qui s'impose, où le critère environnemental n'est pas forcément en premier. Comme on a des gens qui sortent de longues études, qui veulent un peu rentabiliser ces études, il y a aussi un attrait sur le point de vue intellectuel des projets. Donc on peut très bien aller travailler chez Ariane Espace, parce que c'est des sujets qui sont hyper intéressants. C'est des projets qui sont passionnants, qui durent des années. Et en même temps, se rendre compte que voilà, on va étudier dans l'espace, quel est l'impact, quelles que soient les valeurs. Et cette compulsion à s'abstenir, c'est aussi assez élevé dans les soirées. Voilà, c'est un peu une phrase drôle que j'ai entendue en soirée. Et ça vous montre qu'en fait, la première chose dont on parle en soirée, souvent, c'est qu'est-ce que tu fais comme stage, pourquoi tu t'orientes, qu'est-ce que tu fais comme étude. Et quand tu rencontres quelqu'un, en fait. Et en fait, on revient assez rapidement à parler de l'expérience qu'on a eue de nos stages et de la capacité à évaluer ces stages-là. Donc là, j'ai quelqu'un qui était auditeur chez EY. EY, c'est un grand cabinet américain, je pense, d'audit, et qui s'est rendu compte qu'en fait, ça ne se plaisait pas du tout. Et qu'elle allait devenir une sorte de chien. Ça, c'est un propos un peu rigolo, mais qui montre que cette personne-là, je la connais pas, peut-être qu'elle changera, mais je ne pense pas que cette personne-là changera, et qu'elle va rester bloquée peut-être dans cet effet statutaire du travail, dans une grande boîte, dans un Big Four, où elle gagne bien sa vie, etc. Et même si c'est une forme de remise en question, elle va relativiser et se dire que, bon, finalement, c'est pas si mal. Même si elle considère que son travail n'apporte pas grand-chose à la société dans son ensemble. Après, on a, bon, ça c'est pour encore des convaincus, c'est, pour les gens qui s'intéressent au moins, c'est la résistance en interne. Donc en fait, c'est être un peu le village gaulois dans l'entreprise, essayer de faire changer les choses de l'intérieur. Donc ça évidemment, c'est pas facile, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de freins. Et changer les choses de l'intérieur, c'est à travers des alternatives. Donc, proposer des alternatives. Et en fait, changer les choses de l'intérieur, ça a des effets, mais on peut se demander quels effets. Parce que bon, si on change les choses de l'intérieur chez Total, on va peut-être changer le fait qu'on aille en train jusqu'au Danemark, qu'on prenne des gobelets en carton ou des gourdes, mais sans plus. Il y a une forme de plafond de verre aussi qui va s'installer du fait que ceux qui prennent les décisions, en fait, c'est la hiérarchie. Donc si tu veux monter dans la boîte pour enfin prendre des décisions, il faut que tu suives les décisions. Et donc, en fait, arrive à un moment où tu as intégré les valeurs de l'entreprise, tu as intégré comment ça se passe, la vie, la vraie, et tu as un problème pour remettre tes valeurs et tes idéaux dans le process de réflexion et dans la façon dont tu vas gérer les choses. Donc ça peut être efficace d'une certaine manière, pour faire changer les mentalités petit à petit, mais vous l'assurez, ce n'est pas non plus la meilleure façon de renverser le système. Et c'est pour ça que je fais un peu critique du RSE. Souvent dans l'entreprise, c'est ce qui permet de parler de ces questions-là. RSE, donc c'est responsabilité sociale de l'entreprise. En anglais, c'est ESG, donc, Environmental, Social Governance, donc, qui traite de 3 volets différents. Et bon, alors, le RSE, pour moi, c'est un peu cette phrase de David Cameron là, en 2006. C'est un peu la privatisation de l'intérêt commun, et des idéaux et des valeurs communes. C'est plus on les mains, avec le recul de l'État-providence, on voit un peu aux États-Unis, les entreprises s'emparent des problèmes politiques et des sujets politiques. On a ces questions de RSE qui surgissent. Donc, vraiment sur le point de vue environnemental, donc voilà, ça c'est un point de vue un peu général, c'est assez critiquable, c'est assez limite, même s'ils peuvent produire des choses intéressantes, surtout quand c'est une entreprise qui est engagée dans ce type de démarche-là. Et d'un point de vue environnemental, c'est assez critiquable également, puisqu'en fait, ce que fait l'entreprise, c'est surtout se focaliser sur le scope 1 et 2. Les scopes, le scope 1, c'est tout ce qui rentre dans l'entreprise. Donc, typiquement,
est-ce qu'on utilise un camion ou un train pour faire venir les produits du style les gobelets en carton pour la cafette. Et le scope 2, c'est l'électricité qu'on utilise, par exemple, l'énergie. Et donc ça oublie complètement le scope le plus intéressant, qui est le scope 3, qui sont vraiment liés à l'activité de l'entreprise. Donc c'est tous les flux, directs ou indirects, en amont et en aval de l'entreprise. Donc en fait, c'est ce qui constitue son activité. Et ça, les entreprises ne le savent pas du tout, puisqu'ils savent qu'en traitant ce sujet-là, on remet en cause le fonctionnement de l'entreprise et on remet en cause en fait leur stratégie RSE. Alors voilà, dernière stratégie pour s'engager dans la transition chez les jeunes. J'en connais pas personnellement, hein, mais j'en connais quelques-uns personnellement, mais pas du tout des influenceurs. Donc s'engager en dehors de la poursuite professionnelle, ça demande beaucoup de courage et beaucoup d'investissement aussi. Moi, je connais des gens de Pouvoir Réveil Écologique, qui est une association qui a été créée justement par des diplômés des grandes écoles, en 2017, 2018, je crois, et qui font beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas si vous avez vu cette pub, cette campagne de pub dans le métro parisien, je crois que c'est dans d'autres villes aussi, qui était un début de roue version GIEC, en gros. Et cette campagne de pub a eu beaucoup d'effets, et ça a permis de faire sortir ce rapport du GIEC, ce sixième rapport, qui était hyper attendu et hyper important, puisqu'il proposait notamment des solutions. Pour un réveil écologique, c'est une association qui est très active et qui a beaucoup de membres. Et de l'autre côté, ces associations, elles sont puissantes parce qu'elles permettent de faire réfléchir et de remettre en question beaucoup de gens, parce qu'elles ont un travail de communication qui est fort. Et c'est un peu aussi ce que font les influenceurs climat. Il y a une génération d'influenceurs climat qui s'est lancée. Je ne sais plus si c'est suite à la pandémie ou avant la pandémie, mais il y a ces influenceurs climat, donc j'en ai quelques-uns. Camille Etienne, qui a lancé tout le sujet COP avec Total. Le jeune engagé qui est aussi sur Instagram. Et mon pote, donc là qui est sur Instagram, LinkedIn, et qui a son propre site internet. Et mon pote, pour le coup, lui, il a des positions assez tranchées, mais en ciblant LinkedIn, il cible en fait la sphère professionnelle. Et il remet beaucoup de choses en question, notamment avec l'utilisation qui est faite de LinkedIn aujourd'hui. Il permet de sensibiliser énormément de gens à travers les posts qui commentent, etc., qui sont souvent du greenwashing ou de la RSE mal faite. Et son pouvoir ne se limite pas à ça, puisque en créant des articles, il s'est assuré une forme de reconnaissance et un peu en fait d'intérêt public. Donc voilà, ça c'était les 5 stratégies. On arrive à la conclusion. Je crois que j'ai fait une heure depuis, non ? Alors, je reviens sur les discours qui ont été faits cette année. Donc, les gens de l'agro proposaient de déserter. Ça, c'est les gens de l'ENA qui ont proposé d'emmerder. Donc, c'est vraiment entre guillemets. Ça reste les propos qui ont été recueillis. Et donc, la question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'on déserte le monde du travail classique, ou est-ce qu'on l'emmerde ? Et le propos qui a été partagé par les gens de l'ENA est intéressant parce que c'est vraiment, même si on choisit l'État, même si on choisit les politiques publiques, même si on choisit la puissance publique, on continue à se mettre en question. Et la remise en question est hyper importante dans tous les domaines, mais surtout dans le choix du travail qu'on va faire. Donc moi, je suis à un moment de ma vie où je vais presque m'engager dans la sphère professionnelle, et je pense que personnellement, je vais faire le choix des gens de l'ENA, et quel que soit mon corps de métier, quel que soit le métier que je ferai plus tard, je décide de me remettre en question et de choisir quelque chose qui a un sens et qui correspond à mes valeurs. Et c'est avec ce mouvement-là qu'on va pouvoir définir de nouveaux horizons. Et les nouveaux horizons souhaitables, c'est la construction d'un futur souhaitable. C'est montrer qu'il existe des alternatives qui sont viables économiquement, qui sont viables aussi sur le plan personnel, et qui permettent de construire, j'espère, un futur meilleur,
et qui vont permettre d'effectuer une transition qui sera acceptée et acceptable par tous. Merci. Alors, si vous le souhaitez, on peut prendre quelques minutes pour des questions que vous souhaiteriez poser sur différents aspects de cette présentation. Oui. Bonjour, j'ai une question très pratique. Vous avez fait votre stage chez Veolia, on connaît tous Veolia pour ce que c'est. Quel est votre avis sur le fait que l'eau est un bien public et qui est géré par du privé? Alors oui, ici c'est un reproche qu'on fait souvent. C'est une question par reproche. Oui, évidemment. Donc historiquement, la gestion de l'eau en France, depuis à peu près 150 ans, je crois, elle a été faite en régie. Ça permet, pas en régie, par des concessions. Donc ça permet d'avoir du privé qui s'engage pour un service public. Moi, ma vision, elle est assez ambiante, parce que du coup, j'ai vu ce qui se passait en interne, même si j'étais vraiment sur la partie bureau d'études. Donc là, c'était calculer un réseau. Je n'étais pas du tout dans l'opérationnel, dans la gestion. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il peut y avoir des innovations intéressantes qui découlent des concessions et qui permettent de répondre à des besoins qui sont aujourd'hui, en tout cas en France, très technologiques. Donc, comme je l'ai montré, j'ai développé cet algorithme qui serait difficilement envisageable, je pense, en régie, puisque les communes, les collectivités ont assez peu de moyens disponibles. Alors évidemment, dans l'idéal, ce serait d'avoir ce type de bureau d'études, ce type d'expertise à un niveau local. On contribuerait, comme je vous l'ai montré avec les territoires, à créer de l'emploi, créer de la valeur au sein des territoires. Mais aujourd'hui, c'est pas ce qui est fait. Et peut-être que la mode, justement, aujourd'hui, c'est de revenir à ces périodes, cette gestion en régie, puisque je crois que c'est Veolia qui a perdu le marché de Lyon, qui revient en régie aujourd'hui. Et peut-être que c'est ce qu'ils vont se pérenniser, qu'il y aura un partage de l'expertise entre les collectivités, les territoires et les gens. Alors, d'autres questions peut-être sur l'aspect projection dans les métiers, sur le parcours à venir, c'était quand même un peu l'idée de voir des parcours qui ne sont pas forcément familiers. Oui. Alors moi je suis professeure de français et donc dans le fait d'envisager une entreprise ou du moins un métier qui corresponde à certains types de valeurs, que ce soit pour liberté ou pour emmerder, si on choisit la voie de l'emmerdement, il y a une entreprise non polluante qui travaille sur le projectif et l'intérêt commun et qui s'appelle l'éducation nationale. Mais ça demande effectivement, comme vous disiez, de revoir un petit peu son côté statutaire, la reconnaissance sociale du métier et la revalorisation salaire. Mais c'est un beau métier que je conseille à tous les sortants de... Je me permets de reprendre une phrase que reprenaient des collègues qui sont partis à la retraite, une phrase d'Albert Jacquard, qui disait: le but de tout professeur devrait être de fabriquer des emmerdeurs. Je pense qu'on est un peu dans la thématique, et c'est vrai que c'est quelque chose auquel nous devons être attentifs, à développer un esprit critique saillant. Oui. Oui, j'aurais une question à vous poser sur ces grandes écoles, à savoir si, de la désertion, de l'emmerdement, est-ce que c'est dû à cet enseignement qui reste un peu rentré sur des dogmes, des idées qui n'ont rien qui n'ont vraiment aucun rapport avec ce dont on parle justement de la décroissance? Est-ce que ces enseignements commencent à évoluer un petit peu, parce que le mot de décroissance, je ne l'ai pas entendu. Et oui, mais à propos des parties d'enseignement, dans l'école, etc. Alors pour le coup, la décroissance, non, c'est un peu revenu à la mode ces derniers temps, mais c'est absolument pas rentré dans ce que nous apprend à l'école.
jamais entendu le mot en tout cas, commencer en école. On a beaucoup d'éducation, de conférences sur ces grands débats-là de transition, etc. Mais il ne touche pas encore le mode décroissance. Peut-être que ça arrivera plus tard, mais c'est souvent, c'est pas intégré dans les enseignements, c'est souvent ce qu'on appelle, nous on a des cours qui sont spécifiques sur ces questions-là, ou c'est des intervenants qui viennent et qui font des conférences. Et j'espère que peut-être un jour, de grands experts de la décroissance pourront venir à l'école pour en gros, je pense, ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre sur cette idée qui est très intéressante à explorer, puisque ça touche beaucoup de champs économiques, politiques, etc. Adrien, il y a une question en ligne, je vais la formuler pour l'ensemble du public. Bonjour, d'après votre présentation, votre formation est essentiellement scientifique et technologique, mais quelle est la part des autres enseignements comme les humanités? Y a-t-il une plus grande diversité dans le profil des étudiants? Alors oui, c'est vrai que moi j'ai une formation très scientifique, et en fait de m'être intéressé à ces questions-là m'a permis de sortir du trait scientifique. Parce que le trait scientifique, c'est ce qui est fait par le chef. Aucun élève de mon école pourrait faire la même chose. Nous, on est là pour analyser en quelque sorte les résultats. Je pense qu'on a un peu ce rôle d'intermédiaire. On peut simplifier, pas à notre sens, mais simplifier et généraliser les commentaires qui sont faits. Et je pense que ça, c'est le rôle des humanités. C'est le rôle de toutes ces sciences que moi j'ai la chance de pouvoir découvrir à travers l'enseignement qui est proposé à l'école. Mais c'est vrai que pour le tronc commun, par exemple, pour vraiment donner des chiffres, au tronc commun, on a 3 heures de sociaux sur des thèmes en particulier. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui se généralise dans les écoles. Mais quelqu'un qui veut absolument pas, qui s'intéresse absolument pas à cette question-là, peut complètement décider de sécher ce cours-là et de ne pas s'intéresser à cette question. Après, sur la diversité des profils, ça c'est dans les écoles ou dans le... Je suppose. Ouais, je sais que je demande c'est vrai que Oui, dans les écoles. Oui, dans les écoles. Alors, dans les grandes écoles, non, il n'y a pas beaucoup de diversité. Je vais être assez honnête. Je pense qu'on se retrouve aujourd'hui avec le constat qui fait que c'est assez élitiste, qu'il y a beaucoup de reproduction sociale, et qu'en fait, on se retrouve un peu tout le temps avec les mêmes personnes en école d'ingénieur. Enfin, moi, je suis le premier concerné, hein, mes deux parents ont fait ingénieur, et je me suis retrouvé dans une école d'ingénieur. Et souvent, ça ajoute avec les grandes écoles de commerce, c'est pareil. Et les grandes écoles d'ingénieurs ne sont pas exclues de ce propos-là. Moi, c'était une dernière question pour respecter après les horaires de la matinée. Ah, il y a monsieur derrière, alors peut-être deux mini-questions. Enfin... Oui, parfait. Moi, je veux bien, je suis enseignant en mathématiques, je veux bien savoir ce que vous pensez comme le diplômé de la Convention citoyenne du climat qui a été construite, sur laquelle, par exemple, des associations comme la Recherche Family ont proposé des innovations, comme l'écologie à l'école. Voilà. Un certain nombre d'actions qui peuvent associer la forme scolaire, on peut modifier, mais aussi la forme institutionnelle, le cadre dans lequel on développe un apprentissage de développement durable, qui d'ailleurs est une nouvelle terminologie. Peut-être qu'un jour on va arriver à une terminologie comme éducation à la vie ou éducation à une transition écologique et solidaire, sociétale. Voilà, peut-être plus temps de ça. Et aussi, le lien entre hors-sol et ancrage. Les politiques nous demandent d'être ancrés, d'être dans l'accompagnement des personnels et des élèves, mais eux-mêmes sont souvent hors-sol. Est-ce qu'il faut attendre que vous, jeune génération, vous diffusiez et vous arrivez à ces postes intéressants pour participer pleinement, ou est-ce qu'il y a des moyens plus rapides d'aller vers des ruptures, comme ça peut être sur l'existant, mais qui permettent d'innover en EDD? Du coup, sur la première question, la Convention citoyenne pour le climat, moi je trouve que
une très bonne initiative qui a été malheureusement gâchée, mais qui permettait vraiment de faire remonter un peu dans cette logique, bottom-up, de faire remonter des idées du local, de faire remonter des idées des citoyens, et qui pourraient être généralisées à l'échelle un peu plus locale. Même si évidemment les latitudes de projet sont pas les mêmes. Ensuite, la question sur. Maintenant, on donne à l'EDT, on est beaucoup. C'est une terminologie qui contienne le développement et qui ça rejoint celle sur la décroissance aussi. Hein, à un moment donné, on va considérer un peu différemment. Oui, ce que vous disiez sur attendre que les élèves redescendent un peu les pieds sur terre. Ah oui, pardon. Ok, politique. J'espère que le fait de faire ces choix-là, de se mobiliser aussi dans les manifs que vous avez faites, peuvent faire changer les choses. Enfin, j'espère. Hein. C'est un peu ce que je dis, ce qui permet de continuer. Mais voilà, je envie de pessimiste. Alors, peut-être un élément de réponse pour les profs de SVT. Vous vous souvenez de la révolution de la tectonique des plaques dans les années 70, avec la grosse blague chez les géologues, c'est qu'il faut attendre que nos vieux collègues meurent pour que nos idées sur la tectonique des plaques prennent vraiment le pas. Bon, donc c'est un mécanisme sociétal qui est bien connu. Hein. Quand on vieillit, on s'enracine sur ses croyances et on les défend assez fortement contre ces jeunes là, qui nous bousculent. Peut-être c'est notre travail à nous, enseignants, de justement s'assurer de cette souplesse d'esprit pour que les choses se fassent plus rapidement qu'attendre que nous soyons à la retraite. Voilà. Dans cette nous, on a la querelle des anciens et des modernes. Voilà. Hein, chez les littéraires. Donc on voit bien on est vraiment sur des combats qui sont. Allez, la dernière question, madame. Madame. Et ensuite, Juste pour compléter la réponse tout à l'heure, vous avez parlé des écoles, mais la mixité des profils dans le ministère, puisqu'il y a eu un stage dans le ministère, la mixité des formations et la mixité aussi filles-garçons, est-ce qu'elle existe actuellement dans ces ministères ou pas? Dans les ministères, oui. Enfin, en tout cas, de mon expérience, après je ne connais pas les chiffres, mais de mon expérience, de mon vécu, la mixité elle est assez présente. Ce qui est intéressant de ministère de l'Instruction, c'est qu'il n'y a pas du tout que les ingénieurs. Même si on pourrait penser qu'il y a que les ingénieurs, il y a des gens qui ont beaucoup d'autres profils. Je connaissais des gens qui avaient fait histoire, éco, droit. Et la mixité des profils, et c'est aussi en termes d'équilibre homme-femme, il y a une parité qui s'installe. Enfin, dans mon équipe, en tout cas, c'est ça. Un chef de bureau, c'était une femme, et on était 50-50. Classe sociale, pour le coup, je pense que c'est un peu plus mitigé. Parce que c'est du A+, enfin du A à plus, donc forcément des études pour. Bien. Bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.